Non, non, t'es parfait. Enfin, pour moi, t'es Oh, très bien. c'est très gentil. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview avec encore une fois un copain de la case rétro, Dopamine, donc qui est chroniqueur chez la case, blogueur et youtubeur, enfin il nous en parlera. Salut Dopamine, comment tu vas? Ça va très très bien. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence par aller dans le vif du sujet, à savoir qui est Dopamine. Si tu devais dire qui tu étais en quelques mots et ce que tu faisais, ce serait comment? Bah, je suis un joueur qui commence à être vieux selon les critères maintenant des joueurs, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai mis les mains sur un pad. Enfin, un pad à l'époque c'était un joystick. Ouais. J'ai commencé avec une Atari 2600, avec du Spectrum à l'époque. Et puis, c'est un petit peu comme Obélix, hein. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, et puis depuis, ça m'a jamais quitté. Quelques petites périodes de pause, mais sinon, Ouais. globalement, depuis tout ce temps, j'ai toujours réussi à continuer à travailler, entre guillemets, sur ma passion. J'ai même travaillé un petit peu avec ma passion, ouais. Ouais. Et puis voilà. Et puis, je suis bien content d'être arrivé sur la case rétro, puis d'avoir fait plein de choses entre temps. Pour résumer, je suis un vieux gamer, adepte du rétro gaming évidemment, puisque Ouais. je participe à la case rétro, mais aussi joueur contemporain. Voilà. Très bonne présentation. Ton arrivée dans la case, ça s'est passé comment? C'est par rapport à Gameblocks comment s'est fait votre rencontre? Alors, les gens de la case se sont rencontrés par Gameblog, Ouais. et je pense, ils m'ont connu aussi par Gameblog, puisqu'à cette époque-là, on animait beaucoup nos blogs sur cette plateforme-là. Mhm. Je faisais des petits tests, je faisais des vidéos, et justement, c'est pour ça que je faisais des petites vidéos sur YouTube et sur Dailymotion aussi à l'époque. Ouais. Je faisais les deux parce que chez Free, il y avait à un moment donné un petit souci avec YouTube, il limitait la vitesse, Oui, c'était un peu et pour que compliqué. les gens puissent regarder sur l'une ou l'autre plateforme en fonction de leur FAI, de leur fournisseur, et ben je les mettais et sur Daily et sur YouTube. D'accord. Bref, et voilà, je racontais un petit peu mes aventures, je racontais aussi mon passé de joueur, la chance que j'avais eue de participer un petit peu à Micro Kids, et de ce fait, sur une des émissions, un jour ils m'ont invité pour parler un petit peu, je sais même plus sur quel jeu c'était, tiens, pour tout te dire. Mhm. Mais on a beaucoup parlé effectivement de cette partie-là de ma vie, qui m'a permis de découvrir plein de choses. Et puis de fil en aiguille, de chroniqueur, d'invité, je suis passé à chroniqueur pour la saison qui a suivi. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je crois, depuis la deuxième saison, il me semble. Je sais plus exactement maintenant, tu vois, ça remonte. Commence à faire un Ouais. moment la case aussi, hein. Ouais, ouais, bah oui. Et voilà, et puis depuis, j'ai pas lâché. Alors je fais pas autant d'émissions que je le voudrais, par manque de temps, et j'ai essayé d'en faire plus aussi cette année. Même si on a D'accord. fait une petite pause qui a été une charnière aussi dans l'évolution de la case. Mais voilà, d'abord invité, puis chroniqueur. Il y en a plusieurs qui ont pris ce chemin-là à la case. D'accord. Tu me parlais que vous aviez beaucoup échangé sur ta vie de joueur, parce que toi, là, tu as une vie où le jeu vidéo a été assez important. Ce qui nous fait une transition toute trouvée vers ta découverte du jeu vidéo. Donc, comment le petit Dopa, tout mieux qu'il était, a découvert le jeu vidéo? Alors le Dopa tout mioche qu'il était a découvert le jeu vidéo dans les magasins, sur les bornes de présentation, et via des amis qui étaient chez France Loisirs à l'époque, qui pouvaient avoir des cartouches de jeux assez facilement. Et en fait, j'ai tanné mes parents, comme le font beaucoup d'enfants pour Noël, Mhm. et ils m'avaient bien fait comprendre que le jeu vidéo, c'était un loisir qui était pas sain, que c'était pas bien, qu'il fallait pas, etc. Et moi, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais pas en âge de comprendre tout ce qui se tramait derrière les demandes des enfants, mais Mhm. euh, en fait, j'ai vu le prix d'une console, et je commençais à avoir des notions de proportionnalité, on va dire, et je me suis dit, mais ouais, c'est hyper cher en fait. Jamais de la vie j'aurai une console. Et à un Noël, eh ben, j'ai reçu une Atari 2600 avec Space Invaders, que j'ai poncé comme c'est pas possible. Je me souviens encore de cet effet que tu as quand tu joues à Space Invaders. Je sais pas si toi tu as passé quelques heures sur ce jeu déjà, où tu as l'impression en Oui, oui, fait que l'écran descend. Enfin, que ton environnement descend. Quand tu arrêtes de regarder l'écran, c'est un petit peu ces effets de rémanence. bien Tu as sûr. l'impression que ça continue comme ça à descendre, et que les choses bougent autour de toi. Et ça a été mon premier contact avec le jeu vidéo. Enfin, la première fois où moi, je pouvais avoir ma console à la maison. Avant ça, justement, j'étais sur les bandes de présentation. T'as des gamins, au début, mes parents me laissaient au rayon bande dessinée, où je lisais les Tintins. Et puis après, quand j'étais dans des magasins, genre Galerie Lafayette, où il y avait des Ouais. bandes de démonstration,
avec des consoles, ben, moi j'étais aux bandes de démonstration à ce moment-là. Ils étaient tranquilles, ils savaient où ils me laissaient et ils savaient où ils me retrouvaient. Petit aparté pour les gens qui auraient moins de 20 ans, est-ce que tu peux rappeler ce qu'était France Loisirs? Je crois que ça existe encore, mais sous un autre nom. Alors France Loisirs, c'était un espèce de club qui te permettait de, moyennant un abonnement, d'emprunter des livres, d'emprunter des cassettes vidéo, des Ouais. VHS à l'époque. Un peu plus tard, je crois qu'ils sont quand même passés au DVD. Ils étaient encore là quand il y avait du DVD, il me semble. Et puis notamment des jeux vidéo. Et en fait, on avait un ami qui était mandataire, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas qui tenait un France Loisir ou qui Mhm. bossait dans un France Loisir. Et en fait, lui pouvait récupérer tous les jeux qui n'étaient pas demandés, qui n'étaient pas loués, enfin, qui n'étaient pas mis à disposition par France Loisir. Lui, il les récupérait et du coup, je pouvais essayer tous ces jeux-là, y jouer. Assez peu de temps généralement, pas suffisamment pour avancer bien et les finir. On achetait quand même les jeux pour pouvoir avancer dedans, mais ça m'a permis d'en découvrir pas mal. Ouais. D'accord. Et du coup, tu as découvert avec le jeu vidéo, donc sur ces fameuses bornes de démonstration, quand tu y joues pour la première fois, est-ce que dès le début, tu t'es dit, oh, c'est trop bien, enfin, j'adore le jeu vidéo, ou c'était un passe-temps comme un autre dans la vie du petit Dopa? J'adorais ça, euh, mais j'adorais trop ça, puisqu'après, en grandissant, j'ai joué de plus en plus. Ça m'a fait repiquer une année, je crois que j'ai repiqué attends voir, ma troisième, je l'ai repiqué à cause du jeu vidéo, mais on jouait à un niveau qui était quasiment professionnel. D'ailleurs, je l'ai professionnalisé à un moment donné. Mhm. Euh, ouais, j'ai trop joué. Alors, je faisais aussi plein de trucs à côté. Je faisais du tennis, j'étais avec les potes. Quand on était avec les potes, on jouait aussi, on se faisait des soirées jeux. Ça ne m'a jamais quitté, si tu veux. Il y a eu simplement des niveaux d'implication qui étaient variables. Mhm. Et le moment où vraiment j'étais à fond dedans, c'est quand l'émission qui s'appelait Micro Kids s'était montée. Et forcément, quand ça s'est arrivé, que ça se tournait dans ma ville, ben là, j'y étais. J'avais une raison professionnelle d'y être. Ouais. C'était un peu après, un peu avant et un peu après la troisième, justement, où ben, je sortais du lycée. En face, il y avait les studios d'enregistrement et j'ai pu mettre un doigt là-dedans à ce moment-là. Et je ramenais les consoles à la maison, je ramenais les jeux à la maison. Donc c'était juste impossible de pas m'y impliquer plus, quoi. Et le fait de dire, oh là là, j'ai du taf, en parlant console et jeux vidéo, est-ce que c'était un plaisir toujours, ou le fait de devoir le faire parce qu'on te dit de le faire, c'était un peu une corvée? Ça, c'est inhérent au journalisme dans le jeu vidéo. À cette époque-là, tu te poses pas la question. Ouais. Au début, je l'ai fait pour filer un coup de main et mon salaire, c'était le fait de pouvoir jouer à des épreuves. Alors là, pareil, petite parenthèse pour Pour les les plus jeunes. jeunes, les moins vieux qui nous regardent, c'est qu'une épreuve, c'est donc ce qui se trouve, enfin, c'est le contenu de la cartouche, sauf que c'est un stade très précoce du développement, c'est-à-dire que les développeurs vont donner aux journalistes euh, le circuit imprimé avec une ROM qui est reprogrammable. Et donc c'est une ROM qui n'est pas distribuée dans le commerce. Et donc pour avoir ces jeux-là, on les avait 6 mois à l'avance. C'était un vrai kiff à l'époque, alors qu'il y avait des retards de sortie de jeux. Les jeux japonais, par exemple, ils sortaient 1 an ou 2 ans, même parfois, avant d'arriver chez nous. Donc moi, j'avais la chance de pouvoir essayer ces jeux en avant-première. Un Virtua Racing, qui était un des premiers jeux en 3D à l'époque, avec une puce spécifique dedans. La cartouche était hyper précieuse et tout. Mhm. Il fallait vraiment la prendre dans les temps, la ramener dans les temps. Et oui, c'était un rythme très soutenu et pas toujours ça restait un plaisir parce que pour moi à l'époque c'était un kiff génial de pouvoir faire ça, quoi. Mais c'était très dense parce qu'en fait on tournait 4 émissions en une semaine. Donc quand tu as un vidéo test, des astuces, plus des questions de jeux concours à écrire par exemple, quand tu as 14 ou 15 ans, ça fait pas mal de trucs. Même si le contenu rédactionnel était censé être fourni par la rédaction de Tilt et Console Plus, qui était à Paris. Et eux, ça leur évitait de venir à Strasbourg, puisque c'est là que l'émission se tournait. Il y avait des tests qui étaient écrits, il y avait des textes qui étaient écrits. Au début, je m'occupais que des astuces, et puis après, il y avait tout le labo test qu'il fallait écrire. Il y avait aussi d'autres tests estampillés micro-kids qu'il fallait écrire derrière, qui étaient plus courts, si tu veux, mais tous ces jeux, il fallait jouer un minimum pour être un minimum crédible. Et donc, sur la semaine où il y avait les enregistrements, moi, j'avais pas forcément les jeux suffisamment à l'avance, donc
tu récupères les jeux le lundi pour écrire un truc qui doit être tourné le mercredi ou le jeudi, par exemple. Forcément, il faut arriver à y jouer un petit peu avant, donc Ouais. les délais étaient très serrés. Ça reste un plaisir parce que sur le moment, quand tu y es, bah, t'es fatigué, et puis il y a des trucs qu'on te demande, c'est pas forcément ton style de jeu. Il y a toujours des impératifs comme Mhm. ça, mais les souvenirs de salles de montage et de salles d'enregistrement avec des machines jusqu'au plafond, dans une pièce qui devait faire 10 mètres carrés, et puis en même temps tu manges une pizza et tu essayes le jeu, tu fais l'enregistrement, parce qu'il y a il y a plein d'étapes en fait dans ce processus-là. Il y a écrire le texte, enregistrer le jeu, enregistrer la voix off et le commentaire, et ensuite travailler avec le monteur pour que le monteur te dise au bon moment, bah, il passe la séquence Ouais. de laquelle tu es en train de parler, si tu veux. Donc c'est beaucoup de travail pour des séquences qui sont très courtes. Tous ceux qui font un petit peu des vidéos, même en amateur sur YouTube, savent que pour des trucs parfois courts, bah, ça peut générer beaucoup d'heures de travail. Et en plus, à cette époque-là, tout était nouveau, c'est-à-dire que l'enregistrement des consoles de jeux vidéo, il fallait que les techniciens puissent en capter le signal. Elles fonctionnaient pas toutes pareilles. Les PC, c'était pareil. On s'arrachait les cheveux pour arriver à faire des captations correctes. Il fallait changer de carte vidéo, il fallait changer les pilotes, il fallait reconfigurer le PC pour que ça fonctionne. Donc il y avait plein de trucs techniques qui se rajoutaient encore là-dessus. Mais globalement, et pour revenir à ta question de départ, ça c'est resté un plaisir à cette époque-là. Et j'ai le salaire, c'était vraiment d'arriver à mettre un pied là-dedans. Et depuis, j'ai toujours pu piger, Ouais. écrire pour différents magazines, écrire pour différents médias locaux ici. Donc j'ai toujours pu garder un pied dedans, et c'est vraiment le truc qui m'a mis, si tu veux, le pied à l'étrier. J'en ai jamais fait mon métier, alors qu'au départ, c'était comme beaucoup d'ados, c'était mon plan de carrière, si tu veux. Et puis, la vie a fait, les bifurcations de la vie ont fait que Mhm. j'ai fait un autre métier et que je continue à travailler un petit peu dans ma passion. Et puis c'est très bien comme ça, quoi. Mais ça reste d'excellents souvenirs. Mais, Mais écoute, maintenant qu'on a vu le petit Dopa, le Dopa ado, on va maintenant parler à l'homme mature que tu es, et à savoir si tu étais toujours joueur et comment maintenant tu as abordé le jeu vidéo. alors je suis toujours joueur, je joue pas autant que je le voudrais. Là récemment, j'ai emménagé dans la maison dans laquelle je suis là, et je commence à être bien, c'est-à-dire à avoir mon bureau qui est équipé correctement, à avoir un atelier qui va me permettre de finir les travaux que j'ai à finir, mais correctement aussi. Mes activités pour l'instant, c'est mon activité professionnelle, donc de soignant, Ouais. qui me laisse, dans le contexte actuel, un peu moins de temps aussi. Je travaille pour Gameblog, où je m'occupe principalement d'essais de matériel. Et je leur fais aussi souvent tous les tests qui concernent les simulations, que ce soit avion, voiture, etc. Parce que j'ai un passé aussi qui est un petit peu orienté et spécialisé dans ce domaine-là. Et je joue toujours. Les jeux auxquels je joue en ce moment, je viens de lâcher Rocket League parce que ça m'a insupporté. De... J'ai eu quelques échos à ce Ah, propos. la communauté, enfin la communauté non, parce que j'étais pas dans une communauté, mais la façon dont ça se passe dans Rocket League, je trouve ça insupportable. Et là, j'en ai eu marre, quoi. Si tu joues pas avec des potes, je suis pas là pour me prendre la tête, tu vois. Donc c'est pour ça que Ouais. je me suis pas mis à LoL non plus, parce qu'apparemment c'est une communauté qui peut être assez toxique aussi. Je joue à World of Warships de temps en temps. Je reprends en ce moment beaucoup de jeux PS4 sur ma PS5 en Ouais. fait. Concernant World of Warships, c'est un Ouais. de temps en temps qui veut dire de temps en temps, ou c'est un de temps en temps qui veut dire beaucoup non assumé? Ah non, non, c'est un vrai de temps en temps, D'accord. parce que j'ai pas le temps. Ouais. Et là, tu vois, par exemple, j'ai pas World of Warships, je l'ai pas lancé depuis une semaine et demie, par exemple. Alors D'accord. qu'il y a des périodes où tous les jours, je me fais une petite demi-heure minimum. En plus, comme c'est un jeu où il t'incite à venir récupérer ta caisse de matos tous les jours, voilà, c'est le système qui est Ouais. classique. Normalement, on y revient souvent, d'autant plus que j'ai un abonnement premium. Alors, j'ai eu de l'aide de Wargaming parce que via les tests, et comme je fais des news dessus, bah, ils peuvent te donner des crédits pour que Ouais. tu aies un abonnement, que tu puisses au moins parler du jeu et que tu saches de quoi tu parles. Mais j'y joue pas aussi souvent que je le voudrais. Si je devais y jouer régulièrement comme je le veux, je pense que je passerais 1 heure par jour dessus. Et à côté de ça, là, il y a d'autres jeux un petit peu plus confidentiels auxquels je joue, pour lesquels il va falloir que je fasse des previews, que je fasse des petites news, que je puisse en parler dès qu'ils seront sortis. Mais en jeu que je joue pour moi, Ouais. c'est ceux que je viens de te citer, donc il y a World of Warships. Et récemment, là, j'ai bien avancé, fini tous les DLC d'Inokuni 2.
D'accord. Ce que je te propose, c'est que maintenant qu'on a vu tes débuts dans le jeu vidéo et ton actualité, on va aller se situer un peu entre les deux et voir si tu aurais une console ou un jeu vidéo qui aurait pu marquer ta vie de joueur. Alors, la console qui a marqué ma vie de joueur, c'est la Super Nintendo, Ouais. parce que j'ai des souvenirs qui sont très marquants dessus et en même temps plein d'émotions. Il y a un jeu, moi, qui m'a rendu dingue sur cette machine, c'est Bomberman. J'ai passé des soirées avec Bomberman, c'est ce que j'appelle un jeu police, j'en avais déjà parlé dans des podcasts de la case. C'est-à-dire que c'est le jeu où tu fous tellement le bordel avec tes potes et où tu hurles tellement que quand tu n'es pas dans une maison qui est isolée, forcément les voisins finissent par appeler parce qu'il y a un bruit pas possible et que ça peut durer longtemps. Les situations, les retournements de situation dans Bomberman, c'est un truc de dingue. Donc là, ça c'est un de mes jeux de cœur. Et puis sinon, l'autre jeu qui m'a énormément marqué, c'est Zelda, A Link to the Past, Ouais, classique. qui a marqué beaucoup de joueurs, mais celui-là, il a vraiment une empreinte particulière parce que je me souviens avoir emmené la console chez mon père. Mes parents avaient divorcé à ce moment-là, depuis quelques temps, mais c'était une situation où j'étais un week-end sur deux chez mon père. Mhm. Et en fait, le jeu, je l'ai fini en 24 heures. Donc Et j'y ai joué quand non-stop. as-tu dormi du coup dans J'ai ça? pas dormi. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai commencé, j'ai dû le commencer, je l'avais acheté, je crois, on est allé faire les courses le matin. J'ai dû le commencer l'après-midi. Et, et puis je l'ai fini le lendemain, ouais, même pas 24 heures, un peu moins, je l'ai fini en fin de matinée le lendemain, le dimanche matin. Et je l'ai joué d'une traite. Et après, je l'ai rejoué plus tranquillement, et puis pour en découvrir encore d'autres trucs, mais c'est vraiment le jeu. Il n'y a pas beaucoup de jeux où j'ai joué sur des périodes aussi longues, en fait. Peut-être du jeu de rôle, oui, ou du World of Warcraft aussi, Ouais. éventuellement, mais sur la période qu'on peut qualifier maintenant de vraiment rétro gaming, sur la Super Nintendo, c'est vraiment le jeu que j'ai one-shoté, que j'ai joué d'une traite. Donc ça reste ouais, le jeu de cœur aussi avec Bomberman. Mais écoute, ce que je te propose, c'est qu'on avance tout doucement sur la petite interview et qu'on aille sur la partie questions-réponses, ce concept très novateur où je pose une question et ou surprise, tu dois faire une réponse de la manière la plus concise qui soit. Je te fais confiance. D'habitude, la première question, je fais quelque chose d'un peu léger, mais toi, je vois que t'es très sérieux, très carré, t'es très focus. Du coup, on va parler de quelque chose de très sérieux. Attention. On va parler un peu d'actualité, l'arrêt des services pour des consoles qui auraient plus de 10 ans, comme la PSP, la Wii, et la grogne des consommateurs. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Ça me fait chier parce que je l'avais vu venir en plus. Je les vois venir pour plein de trucs. Le démat, c'est très bien pour plein de trucs. J'y suis venu aussi. C'est hyper pratique pour acheter ton jeu quand tu es en confinement ou sans te déplacer. C'est le pouvoir à la flemme. Pour le boulot aussi, c'est hyper pratique parce que ben, tu veux tester un jeu, on nous envoie les codes et puis on peut rapidement télécharger. Je suis fibré, donc en plus, j'ai aucun souci d'accès au net et au téléchargement. Mais en même temps, tu n'as que du vent. Tu ne possèdes plus rien. Même si, évidemment, avant, tu ne possédais pas l'œuvre, tu possédais le support et Bien les sûr. jeux. Tu pouvais le revendre. Il y a cet aspect-là qui fait marcher aussi le commerce, c'est-à-dire que tu peux revendre ton jeu pour en acheter un autre. C'est plus le cas avec le démat. C'est encore plus grave quand il y a un service derrière qui va te permettre de jouer à ces jeux ou d'en profiter en réseau. Maintenant, on a de plus en plus de moyens et les moyens de jouer à ces jeux-là, dont les services vont s'arrêter, vont se développer aussi. Ça, j'en suis convaincu qu'il y a des gens qui vont faire ce qu'il faut, ne serait-ce que pour le côté préservation du jeu vidéo, qui me tient beaucoup à cœur. Moi, je suis très attaché au matériel. Là, je te parlais des codes pour le boulot. Ben, les press kits, il y a des trucs qui sont hyper intéressants en press kit. Pas juste parce que c'est des goodies que les journalistes peuvent avoir et que c'est super cool et qu'ils vont les revendre. D'ailleurs, je revends plus ça. Hein. Enfin, je veux dire, je suis payé pour faire les tests. Il est hors de question que je revende les trucs. Ou alors je les donne à des potes ou à des gens qui en ont besoin. Mais voilà, c'est en dehors de ça, ces press kits, ils font partie de l'histoire du jeu. Avec les goodies et ce genre de trucs. Tu vois, MicroKids, par exemple, récemment, j'avais reparlé d'un petit badge MicroKids qui clignote. Tout ça, c'est des trucs c'est comme la musique qui parfois te rappelle des choses, ça te ramène des souvenirs. Et c'est pareil avec les boîtes de jeux, c'est pareil avec les notices, c'est pareil avec tout ça. Et ça, on ne l'a plus maintenant avec le démat.
Et ça m'attriste, même de plus avoir dans les jeux matériels d'avoir des notices qui sont rachitiques. Voilà, c'est Bah, dommage. Alors, on va te dire que c'est bien pour la planète, machin, mais quand même, pour moi, ça fait partie du jeu. Voilà. maintenant, t'as des notices, c'est un QR code, quoi. Tu le flashes et puis Ouais, t'as. ouais, tu flashes le QR Ouais. code, éventuellement tu te l'imprimes toi-même, ta notice, et puis tu peux bien aller te faire voir, hein. Mm. Je suis un petit peu cru là-dessus, mais Mm. c'est très désagréable. Ou alors tu achètes une édition collector que tu vas payer 20 € de plus pour avoir une figurine, un truc. Alors il y a des éditions collector qui sont superbes, hein, Bien sûr. qui sont très très chouettes. Moi j'en ai une, je l'ai gagnée celle-là d'ailleurs, euh, de The Witcher, Ouais. l'édition ultime avec la figurine du Witcher, enfin un truc qui est magnifique avec l'artbook. Ça c'est des vraies plus-values. Ça c'est le genre de choses que tu avais avant. Pas forcément sur une édition grand luxe, mais tu pouvais avoir le choix d'avoir ce genre de choses. Maintenant, c'est devenu un luxe d'avoir quelque chose de matériel, et c'est bien dommage. Et ces services vont s'arrêter. On a des systèmes comme la Recalbox, par exemple, qui te permettent de facilement. Moi, j'ai encore mes consoles, si tu veux, mais là, c'est la facilité de pouvoir te remémorer un jeu ou y rejouer Bien avant d'y sûr. parler sans sortir tout le bazar. Mais je vais ressortir tout le bazar maintenant que j'ai la place et que je vais pouvoir le faire aussi. Mais tu perds ce rapport au matériel, au toucher, et ça, au niveau de la préservation de l'histoire du jeu vidéo, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, J'avais un musée du jeu vidéo qui était juste à côté de chez moi, et Ouais. c'était, c'était un bonheur, quoi. Et ça, je vais développer après. Enfin, c'est un domaine dans lequel j'ai envie d'aller pour mes plus vieux jours encore. Ça marche. Alors, je vais rebondir sur ta réponse, plusieurs points. Donc, on aura noté que le côté concis, c'est pas forcément ton point fort sur la Non. réponse. Voilà, donc ça, c'est acté. Euh, Ensuite, par rapport à ton point de vue sur le démat, je suis d'accord avec toi, mais après, comment dire, quand ils ont lancé ces services-là, fallait pas être non plus trop candide et se dire que ça serait pas c'est quelque chose qui aurait une durée limitée. Genre, le jour où, par exemple, j'ai acheté ma PSP, je me suis pas dit, dans 50 ans, j'aurai les services de la PSP qui seront encore disponibles, tu vois ce que je veux dire. Mhm. J'essaie de me mettre du côté des constructeurs, et on parle toujours d'obsolescence programmée, de tout ce que tu veux, et je me dis que arrêter des services après 10 ou 15 ans, c'est pas non plus honteux, tu vois, j'arrive pas à être catégorique sur le fait que ce soit pas bien ou quoi. Après, là où je suis d'accord, c'est que c'est dommage d'avoir payé quelque chose à un moment en démat et de ne plus pouvoir s'en servir comme on le veut. Ça c'est encore autre chose. Mais Bah, ça dépend de ce que c'est que le service en fait qu'on va te proposer. Ma Super Nintendo, ma cartouche, je vais la mettre dedans. Ben, il y aura peut-être des condensateurs à changer à un moment donné, mais dans 20 ans, je peux encore y jouer. bien sûr. Je l'ai acheté, ouais, elle est là. Mes jeux dématérialisés sur cette génération-là ou sur les générations précédentes, si un jour je les pirate pas, bah, je les aurai plus. Ouais. Alors que je les ai achetés, que j'ai acheté le service en fait. Non, on dit que tu achètes le service. Et puis, quand on voudra parler imagine maintenant, est-ce que tu te souviens des jeux Desert Strike? Ça te Oui, parle? sur Mega Drive, enfin. Voilà, Ouais. Desert Strike, on peut encore en parler parce qu'il y a une cartouche qui existe, parce qu'il y a un jeu qui existe. Et ben, ça s'est inséré dans une période où c'était la guerre du Golfe. Aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques mois, quelques années, on a voulu sortir un jeu, c'était les 12 jours à Fallujah, ou enfin je sais plus. Et il n'a pas été sorti ce jeu, parce que tout de suite il y a eu une polémique sur ce qui s'était passé, et tout de suite, avec l'actualité, maintenant on peut plus faire ça. Ouais. Quand tu te retournes sur l'histoire et que tu veux parler de jeux vidéo, tu parles de la création du jeu, tu parles du gameplay, tu parles de tout ça, mais l'histoire du jeu vidéo, c'est aussi, pour aller un peu plus loin, la façon dont c'est ancré dans une époque. Maintenant, tu transposes ça à un service que tu sais qui va disparaître, tu vas en parler comment de ce jeu-là? Autrement que en utilisant des moyens de préservation quelque part entre guillemets illégaux pour retrouver ce jeu. Si t'as pas des gens qui font la démarche de dumper le jeu ou de l'avoir quelque part et de pouvoir le remettre à disposition à un moment donné, ça va se perdre, ça va disparaître, ça va s'envoler. On a perdu plein de choses dans le matériel, parce que évidemment, le matériel, les supports disquettes, ils disparaissent, ils se démagnétisent, etc. Mais c'est un phénomène qui va s'accentuer après. Donc oui, bien sûr que tu sais que les choses vont disparaître. Et moi, ça fait un moment que j'ai plus acheté de Blu-ray, et pourtant je suis abonné Netflix et je regarde des séries, je regarde des films, tu vois.
Donc, je suis pas en train de cracher sur le truc. Mais c'est dommage, on en a conscience et moi j'ai envie de, j'ai récupéré des Game Gear, j'ai envie de pouvoir faire en sorte qu'elles fonctionnent comme avec le jeu original et avec le jeu original en bidouillant dessus. Et voilà, je ferai ce que je peux à mon niveau pour faire de la restauration, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas au moins la possibilité de réutiliser des supports physiques et de pouvoir jouer au jeu parce que, je suis désolé, c'est encore une réponse trop longue, hein, mais entre le fait de pouvoir le télécharger, de le garder sur ta console et d'y jouer, et puis ensuite tu l'as acheté et tu peux plus y avoir accès, ou alors pire que ça, tu l'as téléchargé, il est sur ta machine et tu peux pas y jouer parce que ta machine elle veut se connecter à un service pour pouvoir continuer à y jouer, c'est quand même insupportable, quoi. Ouais, je Alors même comprends. si tu te dis voilà, bon, donc ce que tu vas faire un jour ou l'autre, ben tu vas faire des recherches, regarder sur le net, tu vas craquer ta console et tu vas dessus télécharger les données, le jeu que tu vas trouver à gauche ou à droite. Je pense qu'on a fini cette question du coup. Je ferai plus concis pour les prochaines, promis. Non, non. Ah, peut-être que la prochaine, t'as une chance. Dans ma précédente interview avec quelqu'un de la case, c'est-à-dire Enfa, on avait parlé du réalisme de l'eau. Ouais. Waouh, l'eau comme ça, c'est bien. Et on va dévier un peu pour toi, et on va parler du réalisme dans les jeux de course. Ouais. Pour toi, ta plus grosse claque, si tu as fait ces jeux, est-ce que c'est quand tu as découvert le premier Gran Turismo, ou c'est lorsque tu as vu par exemple le dernier Forza? Eh ben, ni l'un ni l'autre, figure-toi. C'est des jeux qui, à chaque fois, ont représenté aussi un gap technologique Ouais. par rapport à la modélisation des voitures. Et il y a deux façons d'aborder la simulation, mais je vais faire court. C'est soit tu cherches quelque chose qui soit divertissant, beau et immersif, Ouais. et là c'est le cas de Forza, c'est le cas de Gran Turismo aujourd'hui, même si tu auras les deux écoles. Soit tu cherches la simulation la plus pointue et la plus réaliste possible. Et à ce moment-là, la claque s'appelle iRacing, qui est un jeu où tu peux pas t'investir et jouer dedans si tu mets pas des sous dedans et si tu payes pas un abonnement. Et comme tu payes un abonnement, bah, tu vas y jouer régulièrement et tu vas faire des courses. C'est quasiment, même si ça doit rester de l'amusement et que tu peux jouer avec des potes, c'est quasiment un jeu où il faut le faire de façon semi-professionnelle, si tu veux. C'est-à-dire que faut tourner régulièrement, il faut être constant. Et en fait, c'est un jeu où le plaisir va consister à finir une course en restant propre. Même si tu es dernier, même si tu es en milieu de peloton, tu t'es battu avec d'autres joueurs, il y a eu des bastons, etc. T'as pas eu d'incident, t'as pas eu d'accident, et t'es content d'avoir fini une course parce que c'est un challenge à chaque fois et que la voiture est vraiment difficile à contrôler. Donc ma claque réalisme, c'est iRacing. Et puis effectivement, on peut pas aujourd'hui parler de jeux de bagnole sans qu'on ait Forza et Gran Turismo. Mais j'ai pas été spécialement claqué par ça. Il faut reconnaître que je trouve que sur le plan technique, Forza a un petit temps d'avance. Par contre, sur ce qui est l'environnement, l'écosystème, Gran Turismo est devant avec GT Sport là. Ouais. Le fait de pouvoir faire des courses régulièrement et de pouvoir être en ligne régulièrement lui donne un petit plus. Forza, c'est plus de l'amusement entre potes aussi, mais graphiquement et tout ça, je le trouve plus sympa encore que GT. D'accord. Moi, je me rappelle le premier Gran Turismo sur PlayStation. Le jour où je l'ai vu, je voyais le reflet sur le capot du décor. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Pour moi, c'était vraiment du réalisme. C'était comme en vrai. Alors que maintenant, tu le regardes, ça vieillit, quoi. Mais le gap technologique par rapport au jeu que tu pouvais avoir avant, c'est incroyable, quoi. Le gap technologique à la maison, parce qu'en Ouais, arcade, oui. t'avais déjà du NASCAR Racing, t'avais déjà du NASCAR Racing, tu avais déjà du reflet aussi sur les vitres. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Ridge Racer aussi, qui était Ouais. magnifique, mais qui était totalement. Là, c'est l'exemple d'un jeu qui est super fun et agréable à jouer, mais qui est très arcade, quoi. Oui, Alors très arcade. il reste technique parce que tu as des techniques de prise de virage et tout, mais voilà, ça aussi graphiquement. Mais par contre, c'était en arcade effectivement. Et d'ailleurs, le jeu vitrine de la PlayStation quand elle est sortie, c'était un Ridge Racer qui était disponible à la sortie. C'est vrai. Prenons un ton un peu plus léger et prenons donc de la hauteur. Je crois savoir que tout dopamine que tu es, tu apprécies t'envoyer en l'air. Est-ce que tu pourrais me dire grossièrement, t'en es à combien d'heures de vol à peu près Oh punaise, faudrait que je regarde. Ah. Impossible de te dire ça. Là encore, je ne le fais pas de façon aussi assidue que je le voudrais. Ouais.
Je joue à Flight Simulator depuis que le premier Flight Simulator existe, pour te dire. D'accord. Moi, j'ai commencé à Flight Simulator 95. Je sais pas si c'est le premier ou pas, mais Non, le premier, c'est Flight Simulator Ah oui. 1.0, sous DOS. Avec des grosses lignes et puis une image qui bouge comme ça. Et on partait de Meigs Airfield, un aéroport qui n'existe plus maintenant, qui a été remis dans le dernier FS justement pour l'histoire et pour le fun. J'ai passé mon brevet de pilote planeur quand j'étais en fac. Donc, j'ai volé réellement. Ouais. Je vole réellement en tant que passager en ce moment sur hélicoptère dans le cadre de mon travail. Et donc j'ai toujours aimé la simulation de vol aussi. Et là pareil, en essayant d'être réaliste. Donc j'ai été ravi par la sortie de FS 2020. Je peux pas les compter les heures de vol parce qu'en plus je les ai pas cumulées d'un simulateur sur l'autre si tu veux. Ouais. Mais là sur le dernier FS, je dois avoir 2000 heures, un truc comme ça. Ah oui, donc Il est sorti. quand même un vrai joueur de Flight Simulator. C'est pas en dilettante. Enfin, tu t'es quand même un peu investi dans le jeu, quoi. Ben, là encore, je suis pas encore comme je le voudrais parce que j'ai le palonnier, j'ai le manche, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir vraiment une installation complète. Là, j'y joue juste au manche simple parce que j'ai pas encore tout remonté de la cave. Mais quand je m'y mets, oui, je respecte les procédures. Je refais les sorties qu'on a en réel. Parfois, je m'amuse à les refaire maintenant en virtuel. Surtout maintenant que les hélicos sont arrivés dans cette dernière version. Et ouais, j'essaie de voler régulièrement. Mais encore une fois, là, si je voulais faire tout ce que j'ai envie de faire, il faudrait que je joue à DCS, Digital Combat Simulator, qui lui aussi est incroyable, mais plus simulation militaire. Et là, il faut acheter des modules, il faut s'investir, et puis c'est vraiment intéressant quand tu joues avec des potes régulièrement. Et j'en ai quelques-uns avec qui je pourrais jouer, mais là c'est pareil, il faut l'écosystème qui va avec, faut passer la soirée, et je n'ai pas ce temps-là, malheureusement. On va aller à une question qui te touche tout personnellement car elle parle de toi. Donc une question un peu intimiste sur dopamine. Est-ce que tu pourrais donner une expression qui te correspondrait? Enfin, te dira entre guillemets. Voilà. Il y a entre guillemets, ça c'est le même qui me concerne, et il le dit vachement en ce moment en plus. Donc, si vous écoutez les podcasts de la case, les derniers podcasts et sur les prochains, il le dit assez régulièrement entre guillemets. Donc, je pense que je lui ai transmis un petit peu ce virus. Bien, écoute, c'était la réponse attendue. Tu m'étonnes. Question plus sérieuse. Attention. Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui d'être émerveillé par le jeu vidéo? Si oui, par quoi? Sinon, pourquoi? Je suis émerveillé par le jeu vidéo quand il y a une recherche scénaristique derrière. Quand il y a une histoire qui me touche. Par exemple, alors là, les noms m'échappent, c'est un petit peu le souci, mais en fait, c'est plus les ambiances des jeux qui vont Flower, par exemple, j'avais beaucoup aimé. Je suis plus du tout impressionné par... alors si, ça va durer 5 minutes, par l'exploit technique. Ouais. Mais récemment, alors il y a un jeu avec une souris d'un studio français. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais ça c'est aussi un jeu qui est magnifique, qui joue avec les couleurs. Il y a une vraie démarche artistique dedans, il y a un vrai style si tu veux. Ou un truc qui est moins artistique, Streets of Rage par exemple, ça m'émerveille, le 4. Ouais. Parce que les mecs ont réussi à garder l'esprit du jeu. Au niveau de l'animation, c'est super. Au niveau du gameplay, c'est exactement les sensations que tu avais avant. Donc ça me rend admiratif. The Witcher, je suis admiratif parce que quand tu développes un monde comme ça, tellement complet, tellement riche, même s'il y a des bugs, il y a des imperfections, je trouve que le boulot derrière, il est juste incroyable. Donc c'est ça qui me fait kiffer dans le jeu vidéo. Je sais pas si c'est quelque chose de plus mature ou pas, mais je suis moins intéressé par la performance technique pure ou ce genre de choses. De rentrer profondément dans les jeux pour les ressentir à fond. Je veux dire, faire du Counter-Strike par exemple, et savoir que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué aussi. Savoir que quand tu fais ton setup, et quand tu cours à un endroit, tu vas arriver ici si l'adversaire est pas ici. Tous ces trucs stratégiques qui sont très pointus. Ou du StarCraft par exemple, où j'en avais joué beaucoup aussi. Ça m'intéresse beaucoup moins maintenant. Il y a plus ce challenge, si tu veux, d'explorer les mécaniques de jeu. Il y a plus du ressenti, raconter une histoire, passer du bon temps avec ça, ou alors passer du bon temps avec les potes sur des jeux en ligne. J'ai plus ce wow effect que je pouvais avoir, même Flight Simulator. Il y a eu un wow effect parce que c'était magnifique. Maintenant, ce qui va plus m'émerveiller, c'est le fait de pouvoir avoir vraiment le truc qui est vraiment comme dans la réalité, si tu veux. Ouais. Donc, moins superficiel, je dirais peut-être.
D'accord, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que tu m'as dit comme quoi là, c'était plus l'aspect narratif et l'immersion qui te touchait. Et depuis tout à l'heure, on parlait de choses très orientées simulation, qui sont un peu à l'opposé. Mais d'accord, ok, donc ça se rejoint. Avant-dernière question, qui va être assez concise, je le pense. Tu dois me donner 5 mots pour définir ce qu'est la case rétro. Pas Rétro forcément. gaming, Oui. passion. Alors c'est pas un mot, mais c'est une bande de potes, bienveillance et puis rire, poilade. Poilade, très bien. Attention, dernière question. Oui, le temps passe vite, seulement 45 minutes d'enregistrement. On peut faire plus long si tu veux vraiment que je fasse des réponses. Ah bah, peut-être que tu auras matière sur cette dernière question qui n'est pas vraiment une question mais plus un exercice de style. C'est quelque chose que je demande en général sur la fin des interviews. J'avais vu sur un de tes billets sur Gameblog tout l'amour que tu portais à la PlayStation Mini. Et du coup, la facilité aurait été de te demander de faire un éloge de cette console. Alors pourquoi il serait bien d'avoir une PlayStation Mini? Mais je veux pas faire ça car je suis très original. Je vais te demander de me parler du Game Gear Mini. Cette superbe console qui te permet de jouer à la Game Gear avec quelque chose qui fait la taille d'une boîte d'allumettes. Oui, alors non, mais c'est génial parce que vous pouvez l'emmener partout. Ça vous permet d'avoir un projectile à lancer à n'importe qui serait désagréable. En plus, vous n'êtes pas obligé de le récupérer une fois que vous l'avez jeté. Ça peut servir à éviter qu'une porte claque en le calant entre le chambranle et la porte aussi. Ouais, malin. Éventuellement, ça fait un petit peu de lumière si ça reste allumé. Un petit peu veilleuse. Et j'ai du mal à faire à lui trouver des défauts parce qu'en fait, je l'ai même pas regardé tellement elle m'intéresse. Je crois que j'ai dû voir le truc et je dis c'est n'importe quoi. Alors après, à ma décharge, j'ai une NES Mini. Ah là là, c'est l'instant confession. J'en ai même 2 en plus. Aïe aïe aïe. Parce que j'ai craqué pour le côté Madeleine, parce que la forme de la console m'amusait et parce que je me suis dit que je pourrais justement la craquer pour installer d'autres trucs. Et j'ai été assez déçu parce que j'ai joué à Punch-Out dessus et il y a du lag sur Punch-Out. Ça c'est insupportable. Un jeu qui doit être aussi précis, aussi rapide. Bien sûr. Je crois qu'il était mieux sur la Recalbox que sur cette console, ce qui est quand même assez inadmissible. Mais la mode de ces machines, c'est compliqué pour moi d'en faire l'éloge. Très bien Dopamine, bah écoute, on se dirige tout doucement vers la fin de cette petite interview. Donc ce moment conclusion, nous allons parler de ton actualité, donc en tant que chroniqueur, blogueur, youtubeur, voilà. C'est quoi ton actu? Alors l'actu, en tout cas ce qui va venir un peu plus tard, je vais continuer et je vais accélérer le rythme maintenant que je suis mieux installé pour des essais de matos chez Gameblog. Il y a encore des webcams qui vont arriver, il y a des cartes d'acquisition, il y a des systèmes de répéteurs Wi-Fi encore qui devraient bien fonctionner pour le gaming, des casques micro aussi régulièrement, du matos de streaming, ça c'est pour la partie Gameblog. Ouais. Je vais pouvoir aussi peut-être encore faire quelques petits trucs sur YouTube, réactiver mon blog perso sur Gameblog sur lequel je publierai sans doute les vidéos YouTube de quelques petits tests. Je vais essayer aussi de participer un peu plus souvent aux vidéos de la case, puisqu'on fait de temps en temps des petites sessions de jeu qu'on stream. Ouais. En face, il y a streamé et une chaîne Twitch là qu'il est en train de développer un petit peu. Donc j'espère bien pouvoir passer quelques moments sympathiques avec lui sur des jeux en réseau. La case, on a déjà enregistré un podcast. Ouais. Je compte bien en faire d'autres encore. Donc voilà, il n'y a pas de choses très différentes. On va réactiver cette chaîne YouTube qui, on a discuté un petit peu avant, est morte depuis longtemps. Bizarrement, il y a des vues dessus. J'ai presque 2000 abonnés, donc je vais les surprendre et peut-être sortir des nouvelles vidéos. J'ai jamais voulu monétiser cette chaîne-là et je la monétiserai jamais, sauf si à la retraite, j'ai des millions de personnes et que ça me permette d'acheter du matos pour faire découvrir d'autres choses aux gens, peut-être. Mais ça n'a jamais été le but de faire de l'argent avec YouTube. Voilà les choses qui un petit peu me tiennent à cœur en ce moment, si le boulot me laisse un petit peu tranquille et si j'arrive à me dégager du temps pour tout ça. Ok, bah écoute, je te remercie une nouvelle fois de t'être prêté au jeu de la petite interview. Si vous avez des questions à poser à Dopamine, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je m'en ferai le relais bien volontiers. Pensez également à mettre le pouce bleu, le partage, mettre des commentaires, ça aide au référencement et ça soutient la chaîne. Écoute Dopa, j'ai hâte de pouvoir t'entendre à nouveau sur les podcasts de la case rétro, on suivra de près ton actu. Je te dis à très bientôt, salut Dopa, salut YouTube.
Salut à tous, merci.